Alors, il n'y a sans doute pas une recette miracle pour faire l'affiche, mais je pense que la citation que vous amenez donne quand même un certain nombre de points qui expliquent la manière dont une affiche va impacter la perception du public, une couleur, un décor, des postures, des visages. Ça, c'est quand même des points communs, surtout que là, on parle de cinéma américain, c'est-à-dire d'un cinéma grand public, au sens beau, au sens fort du terme, et d'un cinéma qui travaille sur des types d'histoires, des types de personnages. Donc, ça veut dire qu'il y a des types de formulations visuelles, hein, de postures, de décors, de couleurs, de lettrage même qui vont avec. Donc, il y a quand même, sinon des recettes, il y a quand même des moules pour faire les affiches qui évoluent forcément, puisque, comme vous venez de le dire très bien, c'est pour le public. Donc, le public donc, évolue, donc les affiches doivent évoluer. C'est lié à la publicité, donc la publicité, par définition, c'est lié à la mode. Donc les affiches évoluent avec les modes, c'est d'autant n'importe le vent, pas déroger à cette évolution. La longévité, alors je ne suis pas sûr que les affiches, l'affiche même la plus connue, celle que vous allez donc évoquer sans aucun doute, celle de 1967, la grande affiche rouge, je ne suis pas sûr que ça soit la seule explication de la longévité du film. Si on ramène un instant le propos à la culture américaine, hein, qui nous occupe, là, la longévité du film s'explique par la place du roman dans la culture américaine des années 30, par le sujet de la guerre de sécession, qui est la fracture jamais résorbée de l'histoire du pays et qui cristallise tant de mythologie nationale vive, vivace, violente, nostalgique, enfin, etc. Et puis, par le fait que le film de Selznick est un film qui a été, c'est sans doute, fabriqué par ses créateurs, par Selznick en tête, pour être un événement de cinéma. C'est-à-dire, c'est un film qui était plus qu'un film dès 1939, qui était le film dès le générique, Gone with the Wind, qui traverse l'écran. C'est-à-dire qu'on a une sensation, dès que ça commence, vous regardez un événement. Et il faut penser que ce film a été fait en 1939, à un moment où le monde allait entrer en guerre, donc en Europe, aux États-Unis en 1941, qu'il a représenté, qu'il a cristallisé énormément de choses qui ne sont pas forcément liées à la guerre de sécession, mais à la résistance, donc à la guerre, à la survie. Qu'après la guerre, c'est un film qui, en Europe, a incarné le retour du cinéma, de la vie, de la survie. Et pendant toutes les décennies après les années 60, les années 70, une époque où la vidéo, ou Internet, ou les réseaux sociaux n'existaient pas, le retour régulier de ce film, c'était le retour d'un événement au cinéma, d'une sorte de grand monde qui réapparaissait durant 4 heures et qu'on ne voyait qu'au cinéma. Et sans doute que les affiches, certaines affiches, donc entre autres l'affiche rouge, a été liée, chaque fois, je pense que c'est un film, les films changeaient d'affiche, mais autant l'emporte le vent, à partir du moment où l'affiche de 67 a été fabriquée, toutes les ressorties ont gardé la même. Donc le retour du film était accompagné du retour de l'affiche. Alors que les affiches qui précédaient étaient un peu différentes, enfin, même voire très, 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 très différentes. Je ne sais pas s'il faut le dire maintenant, prendre un peu d'avance, mais quand le film est sorti en 1939, les premières affiches mettaient en valeur les stars. Parce que, au fond, un public ne va pas voir une mise en scène, il va voir un sujet et il va voir une star. Absolument. De manière sans doute différente, parce qu'en 39, au fond, les affiches de 39 doivent montrer Clark Gable et Vivian Leigh, la star masculine que le public voulait dans le rôle de Red Butler, et la star féminine trouvée par Selznick pour jouer Scarlett. Mais il fallait aussi bien montrer que c'était le film tiré du livre. C'est-à-dire que toute l'iconographie, tout l'encadrement, les effets d'encadrement qu'il y a sur les affiches de 39, tout l'effet de lettrage renvoie à l'effet livre dont le film est tiré. Il y a l'idée, on adapte un grand livre qui a eu le Pulitzer, et le film, c'est la version du livre en film. Et il y a un côté grand film respectable. Ce sont des affiches, si je puis dire, respectables par rapport à l'affiche beaucoup plus tardive de 67, qui joue sur le côté plus scandaleux. Et dans quelque chose, il fallait montrer Clark Gable et Vivian Leigh, il fallait montrer le Sud, quelque chose du Sud qui est le sujet dont le film raconte la disparition. Mais il fallait surtout montrer Scarlett. Ça, je pense, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire, il y a eu un changement qui est
au fond, évident à constater et hallucinant quand on l'explore, quand on y réfléchit, c'est que Gone with the Wind, c'est l'histoire de Scarlett O'Hara. Le personnage principal du film, c'est Scarlett. Dans les affiches de 39, c'est évident. On a soit le couple, soit il y a 4-5 affiches. Mais soit c'est le couple, parce qu'il faut montrer Clark Gable, mais il y a une affiche avec Scarlett donc, au milieu de la foule, une affiche avec Scarlett qui danse donc avec Fred. Donc, et à partir de 67, dans l'affiche qui devient officielle, la grande affiche rouge, le personnage de Scarlett a beau être graphiquement central horizontalement, il devient presque secondaire, je dirais, par rapport à la figure masculine. Alors qu'Autant d'Emporte le vent, c'est l'histoire de Scarlett, d'une femme qui est un certain nombre de choses, mais qui est une contestataire dans la société du Sud, qui est une capricieuse, volontaire, conquérante, résistante. C'est ce que les affiches de 39 racontaient, encadrées par des effets de respectabilité littéraire. Et ça a changé après. Mais il fallait montrer les stars, ça n'a jamais changé, même si on peut se dire que en 67, quand il y a l'affiche rouge qui arrive, Clark Gable et Vivien Leigh ne sont plus des stars connues du public qui a 30 ans. C'est des stars beaucoup plus anciennes, voire qui sont mortes. Donc, au fond, c'est plus une iconographie visuelle que le public va voir. Ah, c'est ce type brun avec la chemise ouverte et cette moustache, cette femme avec la robe de chambre rouge. Je pense pour des gens qui ont 30, 40 ans, le seul contact avec Clark Gable, ça a été pendant, à partir des années 60, ce film-là. Si on est en 39, tout le monde connaît Clark Gable. Donc, il n'y a pas de recette miracle, mais il faut montrer le caractère monumental, le caractère origine littéraire, les stars et le Sud. Ça, c'est pour les affiches classiques. Quand arrive celle de 1967, ça change. Alors, je pense qu'elle s'explique d'abord, pour revenir à des choses que vous disiez donc, au début, par son impact graphique. C'est une affiche typique de cette période-là, c'est-à-dire qu'elle est dessinée de manière très détaillée, et elle fonctionne sur le schéma de l'encre, c'est-à-dire avec une ligne verticale et l'horizontale courbée. Ce qui est très courant dans les grandes affiches de grands films des années, fin des années 50, des années 1962, 3, 4, 5. C'est-à-dire il y a quelque chose qui visuellement frappe verticalement, et il y a quelque chose d'aussi important qui est un peu courbé horizontalement, et en dessous, il y a ce qu'on appelle le torrent d'images. Alors, le torrent d'images, en dessous, c'est Atlanta qui brûle, Le Cavalier. Donc, il y a plein de scénettes en dessous qui sont graphiquement mélangées les unes dans les autres, quitte à inventer des séquences qui n'existent pas, puisqu'on voit dans le torrent d'images en dessous Scarlett devant Tara qui court après un militaire qu'elle arrête, mais ça dans le film ça se passe à Atlanta et pas à Tara, donc en fait le torrent d'images invente son propre donc univers graphique. Bon, c'est cette idée, c'est un film torrent d'images. C'est comme ça qu'on représente énormément les fresques donc on affiche dans les années 1960. Et au-dessus, donc, il y a cet effet graphiquement très fort, vertical, horizontal, qui là va correspondre au personnage masculin vertical, et elle, donc horizontalement. Sans doute que le rouge, qui cristallise énormément des associations primordiales, mais qui pour le coup est tout à fait raccord avec la dominante de ce film, marque aussi. Donc il y a l'aspect graphique, puissant graphique, qui explique que ça ait autant impacté le public. Et sans aucun doute aussi, vous parlez de la pose très passionnée ou pré ou post-viol, que je vais mettre entre guillemets, si vous me permettez le mot viol, si tant est qu'on veut bien remettre la séquence dans la logique des personnages dans le film et ne pas la commenter avec des parties très idéologiques. Mais donc, cette affiche, elle a quelque chose de très fascinant dans la puissance graphique sensationnelle, provocatrice, sexuelle qu'elle a imposée pour les spectateurs, et qui est un dévoiement, m'a toujours fasciné, complet de ce film. C'est-à-dire que quand on découvre cette affiche, on a cette femme hyper sexuée, avec la poitrine opulente à moitié révélée, qui ne correspond pas du tout au personnage qui est dans le film, ni dans cette séquence-là, ni à ce qu'est Scarlett, qui n'est pas du tout un personnage hypersexué, pas du tout un personnage physiquement opulent. Red Butler dans le film, dans la séquence en question, a la chemise fermée. Là, c'est une iconographie typique de certaines représentations très sexuées, sexualité agressive, sensationnelle, fin des années 50,
Au fond, Clark Gable est représenté là, avec la chemise ouverte, dans une iconographie qui vient de Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir, et de William Holden dans Picnic, l'homme à la chemise ouverte. Et Vivien Leigh est représentée dans une époque post-Marilyn Monroe, beaucoup plus que dans ce que Scarlett était en 1939. Alors évidemment que ça renvoie à la séquence, à une séquence qui cristallise des choses de sexualité forte et violente dans le film, mais la posture hyper sensationnelle et racoleuse, et je dis ça, c'est pas péjoratif le terme, peut-être que cette affiche rappelle en grande forme, quand on la voit et quand on y réfléchit comme on le fait là, à quel point le cinéma hollywoodien, ça a à voir avec c'est pour ça qu'on a fait un Todd Hayes, avec le fantasmatique, le racoleur, le sexuel, de toute manière. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand on voit Gone with the Wind, le film. Il est difficile de ne pas y penser quand on voit cette affiche. C'est étonnant parce qu'elle promet peut-être quelque chose que le film ne raconte pas vraiment. Sur l'aspect de torrent d'images, non, parce que cette affiche, elle promet une fresque du monumental, ce qui est le film. Mais sur le type d'incarnation sexuelle et de rapport qu'ont les personnages, il y a une distorsion, parce que l'histoire d'amour de Rhett et de Scarlett, qui est une des plus originales que le mélodrame hollywoodien ait filmé dans l'âge classique, tout court d'ailleurs, n'est pas celle qui est racontée par l'affiche. Cette affiche montre une femme qui a les yeux fermés, qui a l'air soumise à cet homme-là. C'est même pas ce que la séquence raconte. C'est une distorsion complète. C'est assez étonnant de voir un film qui est associé au fil de ses ressorties à une affiche où la posture des deux personnages principaux est finalement aussi éloignée de la réalité complexe des personnages dans le film. D'ailleurs, les affiches pour les ressorties des années 90, début des années 2000, et c'est en vidéo là, étaient plus orientées vers le rapport avec la colline dans le soleil couchant, l'aspect graphique. Peut-être que cette affiche avait un peu disparu, d'ailleurs, je crois qu'on l'utilise moins. Quand le film donc, est sorti, comme je le disais, on a une série 5-6 grandes affiches, très grand film, grand livre, donc élégance des personnages. Ça, c'est les affiches donc, américaines des années 39, puis 40, 41, 2, 3. Donc la respectabilité, le monumental, le sud, les stars, le livre. Et sans doute les plus proches, pas seulement parce que c'est l'époque, parce qu'elle de fait c'est les affiches de quand le film sort, mais les plus proches de ce qu'est la nature du film, puisqu'elle reflète la manière dont le film est perçu quand il sort, et comme le roman est antérieur de 3 ans, donc on est très proche dans le temps. Ça reprend aussi l'iconographie de la couverture de la dust jacket du livre, hein, qui a ce côté une jeune femme en robe, deux soupirants, la maison de la plantation, et Gone with the Wind, et l'effet d'encadrement avec deux barres. Dans les années 50, le film sort en France. Il y a de très belles affiches. Donc, en France, il y a 2 jeux de 2 affiches. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que il y a un jeu de 2 affiches qui reprend le côté très élégant où on a les 2 couples dans 2 médaillons et bleu-vert. Et on a 2 affiches qui jouent beaucoup plus soit le grand incendie, soit déjà le côté rouge, il l'apporte. On a les 2 aspects. Dans les années 1960-67 arrive donc la grande affiche de ressortie 67 quand le film ressort en 70 mm 6 pistes. Après, vous évoquiez donc la couverture de The Atlantic en 73. Ça, c'est assez intéressant parce que il m'est arrivé de lire souvent depuis la France, on le perçoit pas forcément évidemment dans les études anglophones, mais de manière quand c'est des gens moins versés dans les études anglophones, on perçoit cette couverture de The Atlantic comme quelque chose qui est une parodie de la caricature. En fait, c'est un peu plus complexe. Il faut savoir que déjà, ça accompagne 2 livraisons de The Atlantic, 2 parties, qui racontent en 73 le tournage de Gone with the Wind, raconté par, le nom va me revenir, un historien et scénariste hollywoodien, qui raconte ça de manière très sérieuse. Et la couverture, en fait,
je dirais, travaille avec un autre imaginaire donc hollywoodien. C'est une couverture qui montre Red Butler, Clark Gable, qui tient plein de Scarlett. Les pleins de Scarlett en question sont les postulantes au rôle de Scarlett. Il y a Paula Bankhead, il y a Joan Crawford, il y a Betty Davis, bon, et qui, comme on le sait, n'ont pas eu le rôle. Et au fond, il y a quelqu'un qui doit être Vivian Lee, enfin, je pense que c'est elle, celle qui est en plus petit, là. Mais en fait, c'est pas du tout une parodie, c'est une autre manière de célébrer l'iconographie flamboyante de ces personnages, parce que ça renvoie beaucoup plus à une autre tradition donc hollywoodienne, qui est la caricature célébratoire de cartoon. En fait, cette manière de représenter Gable, les grandes oreilles et les lèvres un peu marquées, de représenter John Crawford, Betty Davis, c'est ce qu'on a dans des cartoons Disney, dans des cartoons Warner ou MGM. Hollywood Steps Out de Tex Avery, vous avez exactement ces personnages-là représentés comme ça. Donc en fait, c'est une autre tradition iconographique hollywoodienne là, qui est utilisée. C'est même assez étonnant d'avoir mis dans le même numéro finalement cette couverture qui peut laisser penser que, bon, comme c'est du cartoon, il y a quelque chose d'un peu désacralisant, mais enfin, où le célébratoire n'apparaît pas immédiatement, alors que c'est très célébratoire en fait. Mais alors que le contenu de The Atlantic, les textes sont vraiment des textes très, très sérieux et pas du tout critiques et très documentés sur le tournage de ce film. Donc c'est un rapport donc intéressant. Quelque chose qu'il faut peut-être dire aussi, mais sans rentrer dans l'idéologie figée, pour essayer d'être un peu nuancé, je pense qu'une évolution, puisque j'évoquais la disparition un peu de l'affiche rouge, une évolution qui fait que les dernières affiches que je connais de Gone with the Wind, qui ont accompagné plutôt, c'est la fin des années 90, début des années 2000, dans les éditions en vidéo, donc se concentre, retrouve la posture Red et puis Scarlett, un peu comme en 39, hein, et on voit Tara, on voit la colline. C'est-à-dire que l'aspect scandaleux sexuel ou l'aspect que c'était beau le sud des États-Unis, qui sont des sujets qui prêtent à controverse, ont disparu de l'affiche. Parce que, alors soit on retire le film du panthéon du cinéma pour ne plus évoquer ces questions, mais autant essayer de les retirer de l'histoire américaine, c'est impossible. Soit on admet que le film est central dans l'histoire de l'art et de l'histoire du cinéma, mais donc chaque époque, ouais, donc on en est aujourd'hui. Par exemple, la dernière édition du film Le Prince d'Égypte, le cartoon DreamWorks en DVD, il faut tourner et on n'y arrive pas en vain. Il n'y a aucune référence au fait que c'est tiré de l'Ancien Testament. C'est très fascinant. Donc je dis, tiens, c'est plus à la mode. Il y a des adaptations de Shakespeare qui, à une époque où Shakespeare en 2020 aujourd'hui n'est plus très rentable, on ne met plus le nom de Shakespeare, on dit que c'est tel et tel acteur. Donc aujourd'hui, le sud des États-Unis, ça fait moins recette que dans les années 50. Donc ça explique cette disparition un peu de l'affiche rouge. C'est très vrai tout ce que vous dites, évidemment. C'est-à-dire que pour faire simple, pour résumer, c'est vrai que si on repart, le roman est un roman sudiste d'une écrivain sudiste qui, c'est assez intéressant, qui, quand elle a vu le film, a trouvé que le film romantisait beaucoup trop le Sud. Tout à fait. C'est très intéressant, c'est-à-dire que quand on lit ce magnifique roman, c'est un roman qui n'est pas romantique en fait, avec bon, on ne voit pas aux questions de biographie de Margaret Mitchell, mais c'est un roman où finalement le Sud est connu et décrit de l'intérieur avec beaucoup de finesse, mais avec une adhésion assez profonde à ce qu'est le Sud, le monde sudiste dans sa complexité. Quand arrive le film, pour des tas de raisons économiques, des raisons de censure, des raisons de distribution, bon, quand on adapte Gone with the Wind, ça va pas être un film anti-sudiste en 1939, mais le film de Selznick est beaucoup moins pro-sudiste que le roman de Margaret Mitchell. Il gomme certains aspects, je veux dire, le Ku Klux Klan n'est pas présent dans le film. L'agresseur de Scarlett n'est pas un personnage noir. Y a toute une série de changements qui ne sont pas seulement des changements de détail, mais qui sont des changements qui correspondent à une vision du producteur qui ne veut pas en faire un film sudiste. En même temps, il s'agit de Gone with the Wind. Bon. Mais il y a un aspect au début qui paraît nostalgique, j'ai prononcé le terme moi-même,
je ne sais pas si le film est nostalgique complètement, parce que, on va en venir aux conséquences que ça a sur l'affiche, mais c'est pas un film qui dit, comme The Birth of a Nation, ce serait bien si le Sud revenait. Une fois que le Sud a disparu, cette disparition est actée. Et le générique vous dit le Sud, c'était un monde beau, destiné à disparaître, fondé sur l'inégalité, parce qu'il y a des esclaves, c'était scandaleux. Il y a quelque chose de nostalgique, doux amer, mais qui nous dit que ce monde est destiné à disparaître. Cet aspect de romantisation fondé sur l'élégie plus que sur la nostalgie, c'est pas du tout dans le roman. C'est sans doute beaucoup plus sur les affiches quand le film sort. C'est le livre, c'est monumental. It's gone with the wind. C'est destiné à disparaître. Les affiches qui vont venir dans les années 50, elles ont le caractère monumental, sexuel et sudiste, sans aucun doute. Les années 50, on a, que ce soit en littérature ou au cinéma, beaucoup remis, ou au théâtre, je pense à Tennessee Williams, bien sûr, beaucoup remis le Sud donc en scène pour tout ce qu'il a de scandaleux, de dépravé, de décadent, de violent, mais de fascinant, puisqu'on y revient tout le temps. C'est un morceau qu'on ne peut pas retirer de l'histoire donc américaine, imaginaire donc américain. Donc sans doute il y a quelque chose de sudiste, enfin de l'obsession du sudisme dans les affiches des années 50 et 60 et après. Je ne pense pas du tout que ces questions aient disparu de l'imaginaire créatif américain, mais elles ont sans doute disparu du type de publicité qu'on veut donner au film aujourd'hui, ou à ce genre de film. Il y a d'autres films situés dans cette période-là qu'on ne publicise pas de la même manière. Aujourd'hui, les dernières affiches de Gone with the Wind sont plus sur l'idée, la colline, le monumental. Au fond, on publicise plus le fait, c'est un grand film classique avec des stars. Si vous le voyez, vous découvrirez que ça parle des États-Unis en 1861. Il y a cette évolution-là. Donc sans doute que la grande affiche rouge, de manière assez intéressante d'ailleurs, relie le sexuel, le scandaleux, le monumental et le sudisme. Quelque chose qu'on retrouve... sa longévité, alors. Oui, bien sûr. Il y a Mandingo dans les années 1970, qui est un film produit par Dino De Laurentiis et qui est réalisé par Richard Fleischer, d'après le premier volume de la fresque de la saga de Kyle Stott, qui est une fresque sur tout ce qu'il y a de violent, de scandaleux dans le monde sudiste des plantations. Le film de Fleischer en 73 ou 15, je ne sais plus, là j'ai un doute, travaille sur ce qu'il y a de violent, de scandaleux, de racoleur et de dénonciateur en même temps. L'affiche qui en a été faite quand c'est sorti reprend complètement l'affiche de 67 de Gone with the Wind. Sauf que là, c'est plus deux blancs, hein, c'est un blanc et c'est une noire. Mais ça veut dire que le modèle de l'affiche circule pour représenter le monumental, le scandaleux, le racoleur et le sudisme. Disons que la question du remake, alors comme vous le dites très bien, le cinéma classique donc hollywoodien, pour des raisons, on va dire, de fabrication esthétique, comme pour des raisons économiques, repose sur l'idée du remake, hein, de la relecture, de la reprise d'eux. Bon, ça, c'est essentiel. Pour ce qui est de Gone with the Wind, il a été question, mais ça a été vite écarté, une fois que le film a été sorti et qu'il a été couronné par tous les succès que l'on sait, critiques, académiques et publics, de faire une suite. Mais pas une suite au roman, puisque le roman n'avait pas de suite, mais il y avait l'idée de Selznick de faire une suite au film qu'il a vite donc abandonné parce que c'était assez improbable au fond de trouver une suite. Et puis ensuite, alors je pense que le fait qu'aujourd'hui en 2020, dans l'état actuel de la production filmique, un remake serait impossible à cause même du sujet du film. La production hollywoodienne très très chère économiquement ne fera pas aujourd'hui un film sur ce sujet-là. Ce n'est pas correct, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en revanche, entre les deux, entre 1939 et 2020, la question que vous posez est passionnante. Il n'y a jamais eu de remake. On n'a de fait jamais essayé parce que je pense que le film a été tellement conçu, très consciemment, hein, comme quelque chose de monumental par ses créateurs et de définitif sur le sujet,
D'ailleurs, on peut se poser la question, il y a quand même beaucoup de grands films classiques, qui soient adaptés de romans ou issus de scénarios originaux, qui ont fait l'objet de remakes. Il y en a quelques-uns où ça n'a jamais eu lieu, voire jamais été envisagé, parce que les films en question avaient soit atteint, grâce à d'heureux auspices, la forme du monumental accompli quand ils sont sortis, soit parce qu'ils avaient été conçus dans cet esprit-là. Je pense à Gone with the Wind, je pense à Casablanca. Bon. Donc ces films-là, donc on ne les a pas refaits. Parce qu'il y a quelque chose de définitif. Sans doute que la question de l'affiche qu'on évoquait juste avant, quand des décennies, des générations de spectateurs ont en tête l'image de Clark Gable et Vivian Leigh en rouge, soudain il faudrait que d'autres acteurs succèdent. Vous allez me dire que la question s'est posée pour d'autres rôles iconiques, mais bon là. Donc je pense, en revanche, comme il y a deux autres réponses qui me viennent à votre question, c'est que le modèle narratif et iconographique Gone with the Wind, une fois qu'il est sorti, a installé une forme du grand romanesque donc hollywoodien. J'entends par forme la manière de narrer, le type de film monde sur le monde du 19e qui meurt, et un certain nombre de dispositifs visuels, hein, les personnages sur la colline, le héros qui s'en va avec chapeau et valise, une certaine manière de filmer les personnages en gros plan qui se détachent graphiquement. La postérité visuelle de Gone with the Wind dans le romanesque, elle est énorme tout le long des années 40-50. Et dans les années 50, on en vient même à des films qui sont potentiellement des relectures. Il y a deux grands films sudistes, entre guillemets, dans les années 50, Raintree County avec Elizabeth Taylor, qu'on ne montre plus, donc aujourd'hui, qui est en attente d'une restauration qui permettrait de trouver une raison économique et technique de le remontrer, et Band of Angels, qui est tiré d'un roman de Robert Penn Warren, qui a aussi écrit All the King's Men, et L'esclave libre en français, qui est un film avec Clark Gable, donc qui joue une sorte de, qui n'est pas Red Butler, mais qui reprend le rôle d'un aventurier mystérieux du Sud vieux, et qui a une histoire d'amour avec une héroïne, une héritière de plantation, mais qui découvre qu'elle a du sang noir. Donc, mais à faire en 57 un film sur le sud des États-Unis avec Clark Gable et une musique de Max Steiner, la relecture est quand même assez évidente. Après, peut-être pour un autre point, indépendamment du sujet même du romanesque sur un monde 19e qui meurt, le moule visuel Gone with the Wind c'est quelque chose qui est très permanent. Quand on regarde la génération des cinéastes hollywoodiens des années 70 à 90, je pense à Spielberg, je pense à Scorsese, je pense à Coppola, ils ont tous, et plein d'autres, tous, de manière assez consciente, quand ils en sont venus à faire un film qui vise au monumental, qui intégrait sciemment le moule Gone with the Wind, le moule visuel, le moule graphique. C'est Coppola qui fait Outsiders, alors dans lequel un personnage lit Gone with the Wind, mais il se retrouve dans une colline dans le soleil couchant, donc avec l'arbre. C'est Scorsese qui fait Gangs of New York, et soudain, après la bataille donc inaugurale, on a un immense travelling arrière sur tous les blessés et les morts sur la place. C'est Spielberg qui a mis un peu plus de temps, lui, parce que comme il est très politiquement correct, il lui a fallu assumer de prendre à Gone with the Wind dans un de ses films. Mais quand il fait War Horse, la colline dans le soleil couchant cramoisi avec une grande barrière, on est dans Gone with the Wind. Et c'est pas une citation. Moi, la citation, je trouve ça toujours un peu frustrant à commenter. En revanche, quand c'est un moule visuel, on comprend parce qu'il renvoie à une conception du cinéma, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, il n'y a pas de vrai remake, mais il y a des, peut-être un dernier point, c'est qu'on ne pouvait pas faire de remake, et ce qui le prouve peut-être, c'est que tout ce qui depuis a été fait comme, entre guillemets, suite de Gone with the Wind, parce qu'il y a même une suite, hein, ça a été fait pour la télé, puisqu'il y a eu un roman écrit par Alexandra Ripley en 90-11, et qui a été adapté. On s'est demandé si on en faisait un film, et on a fait un téléfilm en 6 parties. Et peut-être ce déclassement dit quelque chose. Et d'ailleurs, tout le monde a oublié les acteurs, même s'il y en a un qui... personne ne se souvient de qui jouait Scarlett dans ce téléfilm. C'est Timothy Dalton qui jouait le rôle de Brett Butler, un des James Bond à la même période. Dans les années 50 et dans les années 60, il est arrivé au film techniquement quelque chose de très particulier, puisque donc il est ressorti, mais il est ressorti en devant suivre les modes
techniques de diffusion. Et donc, les années 50, les années 60 et après, on n'est plus dans le format dit classique, un 37 sur 1 du cinéma classique, mais on est dans l'écran large. Donc, en 54, il est ressorti donc en écran large avec des caches. Et en 67, on l'a publicisé comme ressortant en 70 mm, ce qui est une résolution extraordinaire, mais en écran très large, en scope. Donc, moi, je ne l'ai jamais vu dans cette version-là, parce qu'en 67, j'étais pas né, j'aurais été incapable de le voir. Et puis, on n'a plus cette version, il faudrait la chercher, mais on voit très bien, il suffit de prendre le film tel qu'on l'a et de prendre une bande horizontale au milieu, on voit ce que ça donnerait. Et le public l'a découvert comme cela. Ce qui a entre autres obligé à refaire le générique, à changer le titre. Gone with the Wind ne pouvait plus défiler puisque la moitié des lettres étaient amputées. Donc, il a connu cette incarnation-là. C'est improbable. Hein. À partir des années 80, le film a retrouvé sa forme normale à 1,37 en cadre classique. Et alors après, le numérique est arrivé, qui a permis. On est entré dans l'âge des restaurations numériques. Et sans doute que c'est une question sur laquelle, évidemment, je n'ai pas la vérité, d'autant plus que je ne suis pas restaurateur, mais c'est pas le film, donc je répète, qui avait le plus besoin de restauration, mais les restaurations numériques que l'on a aujourd'hui du film, celles qu'on peut voir, qui ne sont peut-être pas les dernières, mais sont assez typiques de ce que la restauration numérique peut nous donner, c'est-à-dire des images absolument parfaites, sans aucun défaut. Le moindre scratch de pellicule, si tant est qu'il y en ait eu, a disparu. Et sans doute, on voit quand on a des scans 2K ou 4K même, on voit des détails qu'un public en pellicule n'aurait pas forcément vu en 39 quand le film est sorti. Après, moi, j'ai quelques réserves sur l'étalonnage des couleurs. On fait tout à partir de l'époque où on vit. Et normalement, quand on est restaurateur, on travaille avec des historiens et tout pour se replacer dans l'époque où l'œuvre est née. Il n'empêche que je constate souvent, quand on restaure le Technicolor aujourd'hui, avec l'étalonnage numérique, au fond, le neutraliser un peu, particulièrement à désaturer, je pense, un peu trop les couleurs chères. Par exemple, et puis ça dépend des équipes de restauration. C'est moins le cas de Gone with the Wind que des films de la Fox, par exemple. Tous les Fox, les studios Fox, films Fox des années 50, ont été beaucoup trop bleuis. Voilà, donc chaque époque. Mais enfin, je dirais qu'un film comme Gone with the Wind s'en sort bien. Les restaurations Warner, c'est Warner qui a les droits, sont parmi les meilleurs. Ça donne. Alors, quand on dit qu'on retrouve aujourd'hui, quand on restaure complètement numérique, le film tel que les spectateurs l'ont vu à sa sortie, non. Bien sûr que non, c'est une expérience qu'on ne peut pas faire. L'expérience de la pellicule projetée sur des projecteurs de cinéma tels qu'ils existaient en 39, avec une diffusion en mono en 39. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez essayer de vous mettre avec un projecteur avec du mono. Donc aujourd'hui, c'est du matériel de 2020. Donc, ça n'est pas un voyage dans le temps, ça reste des restaurations de 2020. Mais c'est quelque chose sans doute de nécessaire. L'historien du cinéma est obligé de vous dire que c'est nécessaire. Mais même, il faut, disons que le numérique peut aider quand même à préserver et à se rapprocher, à corriger des dégâts du temps ou des instabilités. Pour le Technicolor, qui, on le sait, repose sur 3 bandes qui tendent à se déstabiliser les unes par rapport donc aux autres, on peut corriger ça sur Gone with the Wind, c'est parfait. J'ai lu cet article qui est très intéressant. Disons, là où je rejoins tout à fait ce qu'elle dit, c'est que Sarah Hatchwell relie, et ça me semble très juste, elle relie le visionnement, elle dit qu'elle l'a découvert donc à la télévision, et ce que vous dites très bien, lié à la télé, au cercle familial, elle relie ça avec, ça me semble juste, un des sujets de ce film, c'est un film sur le temps et sur les cycles, sur ce qu'on perd, ce qui disparaît,
ce qui reste, ce à quoi on revient, ce qui ne disparaît pas. Enfin, c'est le grand thème du cinéma donc américain. C'est des raisons pour lesquelles le cinéma donc américain, le cinéma donc hollywoodien, qui brasse ça très souvent, est aussi en phase de manière primordiale avec l'imaginaire humain, si je veux généraliser, mais c'est un film sur un monde qui disparaît, une propriété qui dure, sur les phénomènes centraux, le départ, le retour, la perte, le deuil, l'enterrement, la... Donc, évidemment que ça peut faire écho assez largement à ce qu'on vit dans, au fond, l'imaginaire et le cycle familial, et que donc c'est normal qu'un film qui célèbre ça et qui repose sur ça, Gone with the Wind, ce qui a disparu et ce qui reste, puisse entrer dans ce rapport-là. Ça me semble très très juste. Après, sans doute que chronologiquement, c'est un film de 39, donc pour les gens qui le découvriront à partir des années 90 ou donc aujourd'hui en 2020 vont le découvrir en vidéo, en DVD, en Blu-ray, pire en streaming sur Internet, pire sur un téléphone portable avec une résolution inégale. Mais moi, je pense, enfin, il se trouve que chronologiquement, moi, je l'ai découvert en salle. Je l'ai découvert en salle au cours d'une de ses ressorties plus tardives, au début des années 80, en 82. Et donc j'ai vraiment vécu ça, c'est-à-dire les files de gens qui faisaient la queue en 81 pour voir un film de 39 avec cette immense affiche rouge et en sachant qu'il restait encore 2 semaines et puis c'était fini, on le reverrait dans 2-3 ans, qui est un rapport à l'image qu'on n'a plus du tout. Si je veux le voir donc aujourd'hui, je clique sur donc Internet, il est sur YouTube sans aucun doute. Donc je pense que c'est un des films qui, pour des raisons d'abord techniques, le sujet, c'est pas un film de 2 personnes qui parlent dans un café. Ça réclame un peu la sidération de la projection en grand écran. Et la nature, on va dire, l'essence de ce film, moi je suis un essentialiste, mais je suis pas sûr que le cinéma donc ait une essence, mais Gone with the Wind a une essence, c'est-à-dire d'avoir été fabriqué, comme je vous le rappelais, vous le rappelez, pour faire événement cinéma. Donc je pense que ça, même si les incarnations successives et les visionnements successifs se font sur d'autres modes, et c'est comme ça, c'est un film qui porte dans son essence et les incarnations qu'il a eues pendant une partie du XXe siècle d'être quelque chose qui va avec le fait de projeter un film de manière exceptionnelle sur un grand écran. Donc je pense que ça fait partie de son essence, même si ensuite il est arrivé de le voir en vidéo chez moi et c'est la seule manière que j'ai de le voir, comme vous si je veux le voir ce soir. Donc ça, il faut l'admettre. C'est un corpus, le cinéma de réemploi et de réécriture que vous connaissez bien mieux que moi, mais effectivement, il ne me semblait pas de fait que le film ait été le sujet de réemploi comme d'autres films. Alors, oui, c'est assez curieux. Alors, que le cinéma classique ait été un sujet, un support, ou
donc un fond très important pour ce type de pratique expérimentale et créatrice. Oui, absolument, tout à fait dans la direction que vous évoquez, hein, l'idée de faire surgir des sous-textes, de faire ressurgir des sous-textes, ou de créer des rencontres entre des formes, hein, parce que les sous-textes, moi je ne crois pas, mais bon, je vais pas trop, c'est un autre sujet, je ne crois pas du tout que le cinéma classique soit transparent. Je pense que c'est une illusion fabriquée par la nouvelle vague. C'est tout ce qui vient d'André Bazin et de la nouvelle vague est une illusion fabriquée pour mal comprendre le cinéma donc hollywoodien. Donc, je ne crois pas que le cinéma classique soit transparent. Mais en revanche, il y a énormément de couches qu'on peut réajuster, déployer effectivement dans le cinéma de réemploi. C'est très fascinant. Ce qui est d'autant plus étonnant, je ne crois pas que Gone with the Wind, je ne sais pas ce qui explique son absence, si ce sont des questions idéologiques qui en ont pas fait un film mal aimé, ça c'est un peu le contraire, mais en ont fait un film, parce que si c'est un film mal aimé, il est mal aimé, mais adoré, donc parce qu'il est toujours très vivant, très vivace. Donc peut-être c'est idéologique, c'est d'autant plus étonnant que c'est un très bon exemple du fait que le cinéma classique ne soit pas, entre guillemets, transparent, c'est-à-dire que la mise en scène dans le cinéma classique, c'est quelque chose qui se voit. Et dans Gone with the Wind, les effets graphiques, plastiques, les effets de travelling, les effets de composition picturale, les effets très Selznick, c'était son image obsessionnelle, le soleil couchant donc à la Friedrich, les silhouettes qui se découpent, c'est quelque chose de très... c'est même d'autant plus étonnant parce que tout cet aspect de ce film, cet aspect extrêmement graphique, tous les plans les plus graphiques, même les plans de soleil couchant, de silhouette, les plans décentrés quand vous avez des personnages qui occupent non pas le milieu du cadre, mais le bas du cadre, des choses comme ça, qui sont assez nombreux dans le film, sont l'œuvre du directeur artistique du film. C'est Menzies, qui est un dessinateur graphiste venu du cinéma expérimental, et qui est devenu un des principaux storyboarders du cinéma classique donc américain, soit directement, soit parce qu'il a été très influent. Donc, moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, de voir que le cinéma classique, au fond, un des films monumentaux du cinéma classique comme Gone with the Wind, est un film dont l'esthétique est déterminée par un artiste clé qui vient du cinéma expérimental, et donc qui s'est épanoui à faire. Et donc, puisque cette rencontre existe dans le film lui-même, il est étonnant qu'un aspect plastique graphique aussi évident n'ait pas été sujet de réemploi. Je m'étais fait cette remarque en voyant un film qui n'a rien à voir avec le cinéma de réemploi, qui est Entretien donc, avec un vampire, Interview with a Vampire, qui n'a rien à voir avec Gone with the Wind, sauf que les vampires, comme nous n'ignorons pas, ont du mal souvent à sortir le jour. Et donc, l'aube ou le soleil couchant est un moment difficile pour eux, donc ils ne peuvent pas le voir très longtemps. Donc, le seul moyen qu'ils ont, c'est de le voir au cinéma. Et dans le film de Neil Jordan, ils vont au cinéma, ils peuvent voir des aurores. Et donc, on a quelques secondes qui sont montées d'aurores cinématographiques. D'ailleurs, il y a évidemment le film de Murnau, et il y a le sunset de Gone with the Wind. Et ce petit montage d'aurores et de sunset, c'est typiquement ce qu'on peut faire avec les plans les plus graphiques de Gone with the Wind. Sauf qu'à ma connaissance, et vous confirmez, ça n'a pas vraiment eu lieu. Je pense que le cinéma classique, c'est une des raisons inconscientes de ça, parce que les raisons conscientes de sa longévité, c'est le brassage de mythes, c'est la force des genres, mais une des raisons inconscientes de l'impact que ça a sur l'imaginaire primordial, c'est parce que c'est un cinéma profondément plastique. Et ça, c'est plus difficile, c'est pas ineffable, c'est peut-être plus difficile à formuler, mais on se souvient de couleurs, de mouvements et de textures dans le cinéma classique beaucoup plus que dans le cinéma qui a suivi.